La Russie y a bien évidemment contribué, mais seulement dans l'intention de défendre toujours plus fermement ses intérêts nationaux. On n'attaque pas l'Occident. Je veux dire attaquer dans le sens politique. On n'agresse personne. On ne fait que défendre nos intérêts. Vient-on d'entrer dans une nouvelle guerre froide? Même les journalistes commencent à se poser la question, et ils ont en effet bien raison, car si la situation est différente de celle que l'on a eue dans les années 60, force est de constater qu'il existe une rivalité indéniable entre la Russie et l'Occident. L'OTAN considère Poutine comme un homme dangereux et instable, tandis que la Russie a l'impression que les États-Unis et l'Europe font tout pour les isoler du reste du monde. Tchétchénie, Syrie, Crimée, Géorgie, le bras de fer est constant, ce qui conduit le monde dans une instabilité préjudiciable pour tous, et qui favorise le développement du terrorisme. Mais si l'on prend un peu de recul, si l'on essaie de rester neutre et qu'on essaie de comprendre le point de vue de chaque protagoniste, et notamment celui de la Russie, comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette Russie a l'air si agressive géopolitiquement parlant? Pourquoi l'OTAN a l'air de vouloir encercler le territoire russe avec ses bases militaires? Bref, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre froide? Pattern Actu numéro 15, deuxième partie, on décrypte. Pour essayer de comprendre le sujet épineux de la géopolitique russe moderne, il va falloir remonter en 1996. A l'époque, un certain Evgeny Primakov est nommé ministre des Affaires étrangères par Boris Eltsine. Ancien KGBiste, il va être le premier à dénoncer plus ou moins tous les maux de la Russie moderne. C'est vrai qu'on a un peu trop tendance à croire que la Russie ne s'est relevée que grâce à Poutine. Mais même s'il a évidemment été le pilier de ce redressement économique et politique, c'est bien Primakov qui en a été le théoricien et l'instigateur. D'ailleurs, alors même qu'il a été un adversaire politique de Poutine au début de sa carrière, l'actuel président russe a toujours écouté ses conseils. Il avait un grand respect pour cet homme et ce, jusqu'à sa mort. Primakov, c'est l'homme qui est le premier à dénoncer la mainmise des oligarques sur le pouvoir politique russe. C'est l'homme qui a géré la crise financière de 1998 et a amorcé le rebond économique. C'est celui qui a commencé les réformes fiscales poursuivies ensuite par Poutine. Et surtout, c'est celui qui a fondé la théorie de la multipolarité, qui est encore aujourd'hui le fondement de la politique étrangère russe. La majorité des hauts responsables russes croient, et probablement à raison, que le monde de demain sera multipolaire. Et vous allez voir que toutes leurs actions sur la scène internationale vont dans ce sens. Alors cette théorie, elle n'est pas compliquée à saisir. Revenons 50 ans en arrière, durant la guerre froide. L'URSS et les États-Unis s'opposaient pour la domination du monde. Leur but était d'avoir la plus grande zone d'influence afin d'arriver à la suprématie. Il n'y avait que deux gros pôles d'influence qui s'affrontaient. Les partisans de Moscou, de nuance rouge, contre ceux de Washington, en bleu. Économiquement, politiquement, idéologiquement, militairement, scientifiquement, chaque pays pouvait rejoindre un de ces deux pôles ou, bien évidemment, rester neutre en prenant le risque de ne pas peser du tout dans les décisions mondiales. On était dans ce qu'on appelle un monde bipolaire. Après la chute de l'URSS, les États-Unis et leurs alliés se sont retrouvés un petit peu seuls aux commandes. L'Empire soviétique a explosé et n'a plus pu jouer son rôle de contre-pouvoir. La Russie en pleine crise a adopté la stratégie de la chaise vide et a perdu son influence et sa puissance à l'international. Et on s'est donc tout naturellement retrouvé avec les USA tout seuls, comme gendarmes du monde. Cette hégémonie américaine a eu de nombreuses conséquences, bonnes et mauvaises d'ailleurs. Tout le monde a voulu copier le modèle américain, les Russes inclus. Nous étions dans ce qu'on appelle un monde unipolaire, où les États-Unis avaient les moyens d'imposer leur volonté à tous les pays de la planète. Alors même si la suprématie américaine n'a fait aucun doute pendant une dizaine d'années, au début du XXIe siècle, sa supériorité a commencé à être contestée. La Chine, par sa croissance économique spectaculaire, a petit à petit rattrapé son retard et a pu créer sa propre zone d'influence, en Asie du Sud-Est. Elle s'est dotée d'une armée moderne et puissante, capable de rivaliser avec n'importe qui. Les économies émergentes ont aussi vu leur puissance augmenter drastiquement durant cette décennie. On peut penser au Brésil, à l'Inde, au Mexique, et évidemment au retour de la Russie sur le devant de la scène. De son côté, l'économie américaine se développe beaucoup plus lentement et va être freinée par l'explosion de sa dette, la perte de valeur du dollar, et ainsi de suite jusqu'à la crise de 2008. Militairement parlant, l'intervention en Irak n'est qu'une demi-victoire et montre les difficultés qu'ont les États-Unis et surtout le gouvernement Bush à gérer une situation de crise. Alors quand Obama prend le pouvoir, il comprend assez vite qu'il n'est plus le seul titan sur le globe, le seul décisionnaire, et il va donc apprendre à composer avec les autres puissances. Les USA se mettent en retrait, il n'y a qu'à voir avec la Syrie où ils laissent plus ou moins le champ libre à l'intervention russe. Au passage, implicitement, Trump reconnaît cette perte de pouvoir. Il a été élu avec le slogan « Make America Great Again », sous-entendu que l'Amérique ne l'était plus. Il n'y a pas beaucoup de hasard en géopolitique, tout est lié. Et maintenant,
Peut-être que vous le sentez venir, le monde est en passe, s'il ne l'est pas déjà, de devenir multipolaire. La Chine, l'Union européenne, si elle arrive à parler d'une seule voix, et les États-Unis sont d'ores et déjà les 3 mastodontes géopolitiques de notre monde. Et on a la Russie et l'Inde qui aimeraient bien faire partie de la bande en quelque sorte. Dans un futur relativement proche, on va se retrouver avec plusieurs pôles d'influence face à face, et aujourd'hui on est en train de distribuer les cartes. Alors, je vous l'accorde, on ne parle pas beaucoup de l'Inde, car ils se font discrets sur la scène internationale, mais c'est tout de même la 4e puissance militaire au monde. C'est eux qui nous achètent les chasseurs Rafale. Ils ont l'arme atomique, en plus d'une population de plus d'1 milliard d'êtres humains, et sont encore en plein boom économique, avec des armées d'ingénieurs qui sortent de leur université chaque année. Le jour où ils taperont sur la table, on devra les écouter. Mais c'est vrai qu'on va plutôt se focaliser sur l'autre pays, qui malgré son déclin dans les années 90 veut devenir une puissance mondiale, et pas seulement eurasiatique. La Russie. Vous êtes fier de la Russie, et cela signifie que vous voulez qu'elle joue un rôle plus important à l'échelle mondiale, et cela en est un bon exemple. Ce n'est pas un but en soi. Je suis fier de la Russie. Il y a de quoi être fier. Mais nous ne sommes pas obsédés par l'idée d'imposer un leadership russe sur la scène internationale. Alors il est évident que le but en soi, c'est de servir au mieux les intérêts de la Russie, et pas juste d'être un gros pôle d'influence pour être un gros pôle d'influence. Mais afin de faire entièrement partie du monde multipolaire qui s'annonce, Poutine sait bien qu'il doit recréer la grande Russie. Son pays a des avantages indéniables, il a une des plus grandes armées au monde, le droit de veto à l'ONU, l'arme atomique, et économiquement il fournit la majorité des hydrocarbures à l'Europe. En revanche, son économie est justement trop dépendante à ses exportations de pétrole, sa population en plus de décroître est vieillissante, technologiquement ils sont en retard, et encore aujourd'hui ce n'est pas un grand pôle d'innovation. Et surtout, depuis la chute de l'URSS, sa zone d'influence ne cesse de décroître. En fait, Poutine sait que s'il veut faire partie du nouvel ordre mondial, son principal chantier, internationalement parlant, sera de restaurer sa zone d'influence d'antan, ou du moins d'empêcher au maximum son déclin. Il faut dire qu'aujourd'hui, la Russie n'a jamais été aussi isolée. Elle n'a plus beaucoup d'alliés, et les pays qu'autrefois l'URSS tenait d'une main de fer ont décidé de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. On peut penser à la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, la Lettonie, la République tchèque, etc. Alors certes, toutes ces républiques ont choisi de leur propre chef de s'orienter vers le pôle Europe plutôt que vers le pôle russe en création, mais il faut comprendre que c'est crève-cœur pour la Russie qui voit toutes ces anciennes républiques socialistes partir à la concurrence, on pourrait dire. Et ces dernières années, Poutine est devenu beaucoup plus agressif pour protéger les intérêts de la Russie. L'Europe n'a pensé qu'à ses intérêts en acceptant en son sein les pays d'Europe de l'Est, sans penser aux conséquences que ça impliquerait sur ses relations avec ses voisins russophones. À vrai dire, c'est de bonne guerre, mais il fallait s'attendre à une réaction. C'est un peu naïf de penser que Poutine allait regarder passivement toute l'Europe de l'Est lui échapper. Donc aujourd'hui on se retrouve d'un côté avec des anciens territoires soviétiques qui demandent à l'OTAN d'installer une base militaire chez eux pour assurer leur protection, car la Russie inquiète et ces pays veulent justement se sortir de l'emprise russe, et de l'autre, Vladimir Poutine qui râle parce qu'il se sent encerclé, avec tous les anciens pays vassaux de l'URSS qui deviennent des avant-postes pour l'OTAN, une organisation qui on le rappelle se veut comme militaire. L'OTAN ne veut pas plus la guerre que la Russie, mais il faut aussi se mettre un peu à la place des Russes qui ont un besoin de sécurité comme nous. Et ce n'est pas l'installation de bases militaires tout autour de leur territoire qui va les mettre en confiance. Ensuite, toujours dans son optique de devenir un gros pôle d'influence et d'arrêter l'hémorragie, la Russie a créé des alliances militaires et économiques avec des anciens pays de l'URSS, où elle essaye de chapeauter au maximum le tout. On peut penser à la CEI, qui pourrait s'apparenter à l'Union européenne, et à l'OSC, qui avec la Chine est plus ou moins l'équivalent de l'OTAN. Et pour conclure, voyant que ces débouchés vers l'Europe se bloquent, Poutine commence à se tourner vers l'autre côté, vers la Chine, et espère devenir durablement un pays eurasiatique. Mais une chose est sûre, on va encore entendre parler de la Russie pendant longtemps, parce qu'il n'y a aucune solution simple convenant à tout le monde qui se dégage à l'horizon pour l'instant. Maintenant, il faut quand même l'avouer, il existe au moins 2 différences majeures entre l'Occident et les Slaves d'Orient. La première, c'est que la Russie considère que l'usage de la force est un argument comme un autre, ce qui est choquant pour une mentalité de l'Ouest. On en avait déjà parlé lors de la première vidéo avec le pragmatisme russe, la fin qui justifie les moyens. Si la Russie doit envoyer l'armée pour protéger ses intérêts, elle le fera, on l'a vu en Crimée. Si la Russie doit travestir une information pour faire valoir ses intérêts, elle le fera. On le voit avec des médias à la neutralité plus que douteuse comme Sputnik ou Russia Today. Si la Russie doit influencer des élections internationales pour servir ses intérêts, elle le fera. On a pu le voir avec les emails secrets d'Hillary Clinton qui, comme par hasard, apparaissent juste avant les élections présidentielles. En France,
On l'a vu avec les tentatives de piratage du site d'En Marche, et le fait que ce soit des groupes proches du régime russe qui sont à la base des attaques n'est qu'un secret de polichinelle. La fin justifie les moyens. Imaginez si Marine Le Pen avait été élue présidente et avait voulu sortir de l'Europe. L'UE aurait été en très grande difficulté, avec un risque d'implosion. Poutine aurait tout gagné, et aurait pu récupérer certains pays de l'Est dans son giron. C'est vrai que ça paraît choquant pour nos occidentaux, mais je le répète, la force est un argument comme les autres pour les Russes. On ne négocie pas avec un Londonien comme on négocierait avec un Moscovite. Ensuite, la deuxième différence entre l'Occident et le pays que dirige Poutine, c'est la vision de la souveraineté. La France, en entrant dans l'UE, a laissé un petit peu de cette souveraineté. Elle doit ainsi se plier aux règles de Bruxelles, chose qui est impensable pour le régime russe. Pour Poutine, ce qui se passe en Russie relève uniquement de l'autorité russe. Point final. Donc il faut comprendre qu'ils ne sont pas forcément très fans quand une ONG comme Greenpeace se plaint de l'exploitation du pétrole en Arctique, ou quand les tribunaux internationaux s'inquiètent des droits de l'homme sur leur territoire. Même pour des causes qui paraissent nobles au premier abord, Poutine ne donnera pas un grain de sa souveraineté nationale. Maintenant que vous avez compris les dynamiques globales qui se jouent, voyons rapidement un cas précis, mais on aurait pu aussi prendre l'exemple de la Géorgie. Alors très succinctement, il faut savoir que la péninsule de Crimée a été annexée par la Russie en 1783, avant finalement d'être léguée à l'Ukraine, grand allié de Moscou à l'époque, en 1954. De ce fait, on ne peut nier que cette région, même si elle était ukrainienne, a historiquement des racines russes. D'ailleurs, l'immense majorité de sa population est russophone. Ainsi, en 2013, le président ukrainien et pro-russe Yanukovych, vraisemblablement sous les pressions de Vladimir Poutine, décide de tourner subitement le dos à l'Europe, avec qui il négocie un rapprochement depuis plusieurs années. L'opposition pro-européenne se sentant totalement lésée, descend dans la rue, sur la fameuse place Maïdan, et demande la destitution immédiate de Yanukovych, qui n'est à leurs yeux plus qu'une marionnette de Poutine. Après une période de répression et de violence, le Parlement ukrainien finit par voter le limogeage de Yanukovych, et un gouvernement pro-Europe est élu. Celui-ci, à peine arrivé au pouvoir, fait voter des lois très nationalistes, voire anti-russes, comme l'obligation de remplir tous les documents officiels en ukrainien, ce qui va bien évidemment mettre le feu aux poudres et pousser la Crimée à voter unilatéralement son indépendance en mars 2014. Pour la Russie, le coup d'État ukrainien est inconstitutionnel et a été mené par des milices fascistes. Mais qu'on se le dise, même si on ne peut nier que des groupuscules ukrainiens ultra-violents et d'idéologie d'extrême droite ont participé à cette révolution et ont attaqué des Russes, dire que tous les manifestants pro-Europe sont des néo-nazis, c'est comme dire qu'il n'y avait que des casseurs lors des manifestations Nuit debout à Paris. C'est faux, malhonnête, et c'est dommage que la propagande russe ne nous montre que ces gens-là, même s'ils existent. Donc, l'argument russe « on envoie l'armée pour protéger les populations russophones de Crimée contre les méchants néo-nazis ukrainiens qui veulent les massacrer » est quand même un peu bancal. Donc vous voyez que je ne rentre vraiment pas dans tous les détails. Il y a plein de vidéos qui le font avec plus ou moins de neutralité et de pertinence, mais ce sont les dynamiques globales qui m'intéressent dans cette vidéo, vous l'aurez compris. D'ailleurs, en cherchant, vous vous rendrez compte que les intérêts économiques et géostratégiques de la Crimée restent relativement faibles. La Russie dispose déjà d'un port en eau profonde et d'un accès à la mer Noire avec le port de Novorossiysk, et pourrait se passer vraisemblablement de Sébastopol. Et la Crimée est une région plutôt pauvre en soi. Mais revenons à nos moutons. En fait, Poutine a très mal vécu le fait que l'Ukraine veuille devenir européenne. L'Ukraine, pour lui, c'est la petite sœur de la Russie. Alors quand elle a voulu rejoindre la concurrence, il a en quelque sorte cherché à sauver les meubles, et dans notre cas, à récupérer ce qu'il pouvait. Mais n'oublions pas que quand Poutine a envoyé l'armée pour annexer la Crimée, il considérait être dans son droit, car la péninsule voulait en majorité intégrer la Russie. Et selon lui, chaque peuple a le droit de disposer de son territoire comme il l'entend, et ainsi a le droit de choisir avec qui il veut être rattaché. Ça paraît honnête, non? Le référendum, même s'il est tronqué, montre tout de même qu'une majorité des Criméens veut rejoindre la Russie. Et ensuite, on a les Occidentaux, qui eux, considèrent que cette annexion viole, et à raison, la souveraineté de l'Ukraine. En plus, le référendum est illégitime, car il a été fait alors que le pays était rempli d'hommes armés, sans observateurs neutres. Donc la Russie est coupable d'agression contre un État souverain. Ça paraît logique aussi. En fait, Poutine a une très grande légitimité pour l'annexion de la Crimée, et l'Europe le sait, mais la façon de le faire était beaucoup trop violente pour les Occidentaux. On n'envoie pas son armée sans prévenir dans un autre pays, à moins d'être russe. Après, l'escalade. L'UE ne tolère pas ces façons de faire, sanctionne économiquement la Russie, celle-ci voit son rouble chuter et va s'insurger contre ces sanctions qui, pour elle, sont injustifiées et illégales. Bref,
Le bras de fer est lancé, mais vous voyez bien qu'au départ c'est limite une incompréhension et un manque de dialogue qui est à la base du conflit. Si l'Europe avait seulement pris la peine d'écouter le point de vue de la Russie, et si la Russie avait eu la patience de négocier avec l'UE avant d'envoyer des hommes en armes, on n'en serait jamais arrivé là. De plus, il faut faire attention car d'autres régions comme la Transnistrie en Moldavie sont à majorité russophones et aimeraient rejoindre l'Union russe. Ça pourrait devenir une source de conflit dans un futur proche. En tout cas, j'espère vous avoir fait au moins comprendre qu'il n'y a pas de gentils ou de méchants en Ukraine, mais seulement des intérêts qui divergent et une communication déficiente entre pays. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la Crimée, il y a plein d'autres vidéos qui vous raconteront ça en entrant plus dans les détails. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur la géopolitique russe ainsi que celle sur la politique nationale de Poutine. Je compte sur vous pour partager cette vidéo à vos amis qui veulent en savoir plus sur la Russie et Poutine. N'oubliez pas le pouce bleu et si vous voulez participer à la prochaine vidéo qui parlera de la Turquie, allez liker la page Facebook Paterne. Préparez vos arguments et attendez le post qui posera la question. Bye. Je veux un monde avec que des miroirs, une radio qui passe que ma musique. Vous avez besoin d'un sauveur, mais moi je veux que m'amuser. J'étais déjà bien égocentrique.